All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore post de mardi était la retranscription de Clean Shot, l'émission de radio dédiée aux transporteurs de marchandises. Le présentateur nous a raconté un peu comment s'était passé son séjour à l'Intergalactic Aerospace Expo, le gigantesque salon de l'aérospatiale qui a lieu chaque année sur Kill 3 et qui correspond en vrai à la semaine de vente anniversaire qui se déroule chaque fin d'année. Cet événement aura donc une vraie présence physique dans le jeu. Et comme on est dans une émission dédiée aux transporteurs de marchandises, on apprend que l'organisation de cet événement est d'une telle ampleur que ça crée une augmentation des missions de livraison durant les semaines précédant l'ouverture. Le lore post a enchaîné ensuite sur l'interview de l'avocat de Juliette Corman, actuellement retenue sur Centauri 2 pour cause de livraison illégale d'eau. J'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, mais dans le lore de Star Citizen, Centauri 2 subit une grave sécheresse à tel point que l'import et l'usage d'eau y est strictement réglementé, ce qui a permis l'essor d'un marché noir. Selon l'avocate Corman, elle est une livreuse modèle ayant déjà effectué de nombreuses livraisons caritatives vers le système Vega. Sachant que des personnes étaient dans le besoin, elle a accepté de livrer cette cargaison sans se poser de questions et sans même s'interroger sur son contenu, ce qui fait que la police l'a chopé dès l'atterrissage. Cela relance un débat apparemment courant dans l'UE, jusqu'où va la responsabilité d'un livreur sur la marchandise qu'il transporte. En tout cas, à mon avis, on pourra acheter du cargo à n'importe qui, mais ça nous exposera aussi à acheter n'importe quoi. Mercredi, on a retrouvé Adam Weiser, un des écrivains de CIG, qui nous a présenté le système Toil. Ce système gravite autour d'une naine orange. Ces étoiles sont très recherchées par les astronomes, même aujourd'hui, car on estime qu'elles sont capables de rester dans un état relativement stable pendant 15 à 30 milliards d'années, ce qui rend leur planète propice à faire naître la vie et être habitable. Toil a été découvert par deux exploratrices, Oisha Sun et Aida Famino, qui vivaient en 2716 sur Delamar dans le système Nyx. Pour resituer un peu à cette période, les Messeurs étaient toujours au pouvoir, et l'UE était toujours une dictature totalitaire. Beaucoup se réfugiaient dans des systèmes non affiliés à l'UE comme le système Nyx. Le problème, c'est qu'Oisha et Aida organisaient justement beaucoup d'opérations de contrebande dans le système, et les locaux voulaient justement éviter ça pour ne pas attirer l'attention des autorités. Oisha et Aida ont fini par être bannis de Levski et se sont réfugiés dans leur constellation dans un coin du système Nyx. Par chance, elles finirent par dériver dans l'espace vers un point de saut. Oisha proposa de garder les coordonnées secrètes et d'aller sur le système Bremen, où plusieurs de leurs amis pourraient leur fournir des scanners puissants capables d'analyser le système. Elles profitèrent du séjour pour célébrer leur découverte, mais le lendemain, Oisha se réveilla avec une gueule de bois, plus de potes, plus de vaisseaux, plus de scanners, plus rien. Elle a d'abord cru qu'elle était dans un nouvel épisode de Very Bad Trip, mais en fait, Aida s'était juste barrée avec tout le matériel pour garder cette découverte pour elle. Rapidement, la découverte d'un nouveau système a fait les gros titres, et peu après, c'est Oisha qui a fait les gros titres quand elle est allée voir le journal Terra Gazette pour leur raconter sa version des faits. L'histoire ne dit pas si elle a eu gain de cause. Pour en revenir au système, Toil 1 est 6 fois plus proche de son astre que ne l'est la Terre du Soleil, ce qui la rend totalement invivable et inexploitable. Toil 2 est une planète naine qui pourrait presque être habitable, mais elle est située pile à l'extérieur de la zone verte du système. Les scientifiques supposent que son atmosphère a été balayée par des vents solaires il y a quelques années. Toil 3 est dans la zone verte, mais c'est une planète océanique sans continent, ce qui l'a rendue également inintéressante pour l'UE. Vient ensuite la ceinture d'astéroïdes, très dense, pleine de ressources, mais qui a en fait été délaissée quand les grosses entreprises de minage se sont rendues compte que mener des opérations dans ce système ne serait pas rentable. Et pour finir, Toil 4 est une super Terre, loin de la zone verte et constamment bombardée de météorites. On avait donc un système non habitable, pas rentable et accessible seulement via un système pirate. Sans surprise, il ne fut pas intégré à l'UE. Sauf que 5 ans plus tard, un point de saut fut découvert vers le système Oya. À ce moment-là, ce système faisait partie de la ligne Peri, un ensemble de systèmes délaissés par les Xi'an et les humains pour éviter qu'une guerre se déclenche. A partir de là, Toil est devenu un système plus intéressant, car cela permettait d'avoir un point de contrôle sur le flanc de la ligne Peri. Sauf que quelques années plus tard, un nouveau point de saut fut découvert et menait directement à Virtus, un système Xi'an. Toil devenait du coup un système isolé, encerclé par un système Xi'an, un système pirate et un système volontairement inoccupé. Le haut commandement décida du coup d'intégrer Toil à la ligne Peri et de rapatrier ses troupes d'où elles étaient parties initialement, le système Castra. À ce moment-là, les contrebandiers de Nyx se sont rendus compte que ce système, non occupé par l'armée et derrière un autre système pirate, pouvait constituer un endroit assez isolé et idéal pour les humains anti-UE voulant un point de passage tranquille vers l'espace Xi'an. C'est comme ça qu'ils ont commencé à fréquenter Toil et en faire un havre de paix pour contrebandiers. Et ils ont fini par se rendre compte que Toil 3 n'était pas un monde totalement océanique. Un jour, le vaisseau d'un contrebandier a eu un problème et est tombé vers la planète. Le pilote a vu par chance une étendue de terre et s'y est dirigé. Il s'est rendu compte après le crash que l'endroit où il avait atterri en urgence était en fait une gigantesque plante profondément enracinée dans l'océan. En fait, ces plantes étaient suffisamment stables et solides pour y construire des bases. Avec le temps, Toil 3 est devenu la mer des Caraïbes de l'UE, un endroit paradisiaque dans tous les sens du terme pour les pirates désireux de vivre loin des autorités, discrètement sur leur île.
Ça aurait pu en rester là, mais en 2789, un autre événement eut lieu qui fut décisif pour les années et les siècles à venir. Afin de tenter de mettre un terme à la guerre froide entre l'UE et l'Empire Xi'an, l'empereur Xi'an Crei se rendit en secret sur Toil 3 pour rencontrer le sénateur du système Terra, Terence Akarai, et les deux passèrent l'accord suivant. Si les Messeurs et les systèmes dans la sphère d'influence de la Terre devaient mener une attaque contre l'Empire Xi'an, alors le système Terra et les systèmes avoisinants, plutôt progressistes, ne participeraient pas. Ce fut le début de la fin pour les Messeurs, la nouvelle galvanisa tous ceux qui voulaient les voir destitués, et c'est ce qui a fini par arriver 3 ans plus tard. En 2947, Toil est désormais un système revendiqué par l'UE. Le minage y est rentable pour les petits entrepreneurs, mais dangereux, car la contrebande et la piraterie y sont toujours monnaie courante. Enfin, malgré ça, Toil 3 est tout de même soumis à des lois. Un campement de contrebandiers a construit trop de structures sur une des îles et celle-ci a fini par couler. Une loi interdit donc la surpopulation sur ces îles afin de préserver la flore locale. L'émission de Burndown de jeudi est revenue sur les bugs empêchant la sortie de la 3.0 sur le live. Concernant le cargo, ils en parlent peu, même dans les patch notes du PTU. Ils ont seulement parlé d'un bug où la caisse que vous teniez restait définitivement accrochée à votre main, même après être réapparue. C'était tellement persistant qu'il fallait carrément supprimer le compte du joueur. Il fallait en fait déclencher le détachement de la caisse à la mort du joueur. Mais c'était pas tout, car ça arrivait également après les crashs. Donc en fait, ils ont carrément annulé la persistance à ce niveau-là. Si vous vous déconnectez en portant une caisse, vous ne la retrouverez pas à votre tour. Même chose pour le shopping. Il reste seulement quelques bugs sur les animations des caissiers des boutiques et ils vont essayer de mieux répartir les items dans les boutiques pour nous obliger à toutes les visiter, car certaines boutiques vendent des articles qu'elles ne devraient pas vendre. Pour ce qui est des terminaux d'achat, ils en parlent également peu, même dans les derniers patch notes du PTU. Les missions sont en revanche loin d'être finies, certaines animations sont manquantes, beaucoup de technos nécessaires aux missions ne sont pas testés, et plus généralement, ils essaient de dénicher ce qu'on appelle dans le métier les cas à la con auxquels on n'aurait pas pensé, comme par exemple, qu'est-ce qui se passera quand un joueur quittera la table de Miles Eckhart alors qu'il est en train de parler. En tout cas, tout ce qui tourne autour de ce sujet est en phase de test par l'équipe QA, et les patchs sur le PTU y apportent des correctifs chaque jour. Concernant les vaisseaux, on apprend, comme toutes les semaines, qu'ils ont encore revérifié leur checklist pour tous les vaisseaux. De toute façon, je pense qu'ils sont obligés car les vaisseaux sont constamment corrigés sur plein de sujets et ça se voit dans les patch notes du PTU. Pour ce qui est de l'émission Burndown, ils nous ont seulement parlé d'un bug qui a été mis en lumière avec l'utilisation des tourelles sur les planètes. En effet, le fait que celles-ci puissent tourner sur elles-mêmes sur des planètes qui elles aussi tournent sur elles-mêmes, eh bien ça leur a permis de constater que les projectiles des armes n'allaient pas toujours là où on visait, une histoire de conversion de coordonnées entre les différentes grilles physiques si j'ai bien compris. Pour ce qui est des tourelles contrôlées par des PNJ, ils ont dû s'assurer que ceux-ci ne tireraient pas sur des cibles derrière des obstacles et que leur talent de tireur ne serait ni trop mauvais ni trop bon. Concernant les mécaniques de vol, selon Todd Papy, c'est à peu près fini pour la 3.0 à moins qu'il y ait de gros problèmes remontés par les joueurs sur le PTU. Ils ont également rencontré un problème sur l'interface au moment de demander une autorisation d'atterrir. Il était apparemment difficile de distinguer la plateforme qui nous était attribuée des autres, ce qui fait que certains joueurs se posaient sur les mauvaises plateformes et voyaient leur criminalité augmenter. Ils ont amélioré l'interface à ce niveau-là, et si j'ai bien compris, le HUD du vaisseau n'affichera plus que la plateforme où on est autorisé à atterrir et pas les autres. Concernant le Mobiglass, ils sont en train de finaliser le menu contextuel, les HUD des vaisseaux avec les hologrammes et la transition entre le radar et la star map. Par contre, c'est pas encore implémenté dans tous les vaisseaux. Ils vont d'abord commencer par ceux qui auront un radar affiché en 3D et passeront ensuite à ceux qui auront un radar affiché en 2D. Et ça viendra avec les mises à jour après la 3.0. Concernant les performances et la stabilité, les joueurs du PTU ont rencontré énormément d'erreurs 15006 et des problèmes de latence réseau qu'il a été difficile de corriger. Les derniers patchs du PTU ont dû être mis en production par l'équipe QA de Manchester car les studios américains étaient en congé pour Thanksgiving. Ils n'en ont pas parlé dans l'émission Burndown, mais les derniers retours des joueurs du PTU indiquent que les pics d'utilisation du processeur ont drastiquement diminué avec les derniers patchs. Pas de nouvelles à ce sujet, mais ils ont démarré en interne les tests sur des nouveaux composants du code réseau. Le reste de l'émission est revenu sur la technologie de lévitation des motojets dont les premiers retours ne sont pas vraiment positifs. Concernant les manœuvres d'évitement des obstacles, 3 points sont disposés virtuellement en dessous de la motojet pour scanner l'environnement et détecter les obstacles potentiels. En fonction de la vitesse de la moto, de la distance avec les obstacles et de leur taille, l'ordinateur de bord élèvera la moto en conséquence pour essayer d'éviter les collisions. L'algorithme qui gère ça a été difficile à mettre en place car c'est pas évident de trouver un équilibrage correct et vraisemblable, de sorte à ce que la motojet soit capable d'éviter un petit rocher, mais pas non plus de vous sauver miraculeusement la vie quand vous irez droit dans le mur. L'équilibre du vaisseau, littéralement, doit aussi être assuré de sorte à ce que si un seul des points de détection du relief voit un trou et que les deux autres voient une surface plane, la moto suive majoritairement le relief plat. Par contre, éviter des obstacles en montant en altitude vous fera perdre de la vitesse, donc en course, vous devrez avoir une bonne lecture du terrain pour ne pas perdre de temps. À la CitizenCon, tous ces systèmes n'étaient pas prêts, ce qui fait que le joueur qu'on a vu jouer pilotait très prudemment. Si les propulseurs étaient endommagés et ne pouvaient plus fournir de poussée, alors il n'y avait plus aucun contrôle possible.
Ils ont eu un autre bug qui calculait mal la distance avec le sol et le détectait comme étant à plusieurs milliers de kilomètres en dessous, certainement de l'autre côté de la planète. Du coup ça perturbait totalement les calculs de lévitation, la motojet voulait se rapprocher du sol qu'elle pensait être loin et se crasher sur le sol juste en dessous. Parvenir à rétablir le contrôle d'une motojet a été dur à mettre en place, car la propulsion effectuée pour ça rentrait en conflit avec la propulsion effectuée pour éviter les obstacles. Ils ont aussi eu un bug où une motojet retournée ne parvenait pas à se remettre correctement, mais il a été corrigé et n'a plus été remonté depuis. Ils ont également ajouté un mode, disons manuel, pour ce qui est du contrôle de l'altitude, et c'est là qu'on a pu voir que désormais, les motojets pourront voler dans l'atmosphère, ce qui n'a vraiment pas plu à la communauté. On passera d'un mode de vol à l'autre en fonction de notre altitude, et si on a vraiment cherché à le faire, vous ne passerez pas en vol atmosphérique après avoir sauté d'une falaise par exemple. Pour finir, ils ont l'air assez contents d'eux pour ce qui est de l'évitement des obstacles. Leurs testeurs en interne ont essayé de cracher des motojets et ça arrive bien moins souvent. Par contre, ils savent que les motojets sont des savonnettes, qu'elles ont beaucoup trop d'inertie et qu'ils doivent équilibrer tout ça. Selon eux, tout ce système est majoritairement bouclé et ne nécessite plus que quelques finitions, avec peut-être une solution de contrôle sur le tangage pour mieux viser les cibles lors d'une poursuite. L'émission s'est terminée sur une petite précision qu'on attendait depuis un moment. Le live sur Squadron 42 aura lieu le 21 décembre. Et il nous rappelle aussi de voter pour le prochain vaisseau de Drake, même si bon à mon avis, vu les scores, les jeux sont déjà faits et c'est le Vulture, le petit vaisseau de pillage, qui sera vainqueur. Concernant les bugs restants avant la version live, on en est à 240. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste plus que 2 bugs bloquants. Mais la mauvaise, c'est qu'il y en a désormais 97 critiques. Je trouve pas terrible qu'ils passent d'un compteur de bugs par catégorie à un compteur de bugs par priorité. Ça brouille vraiment la lecture qu'on peut avoir de leur progression, mais bon, c'est pas comme si c'était la première fois que la communication de CIG était à revoir. La semaine de vente anniversaire s'est terminée lundi dernier et ça a été la meilleure de CIG jusqu'à présent, avec un peu plus de 7 800 000 $ de vente, ce qui fait qu'on arrive à un total de 173 millions de $. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai volontairement pas parlé des sessions de questions-réponses sur le Anvil Hawk, la Aegis Hammerhead et les revendications territoriales, parce que je les traiterai dans d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis à samedi prochain et d'ici là, profitez bien du PTU citoyens.